Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, cette journée Art Connaisseur est organisée au Musée royal d'art et d'histoire aussi pour une raison bien particulière, c'est que nous préparons pour l'automne prochain une importante exposition consacrée aux sarcophages égyptiens, à notre très riche collection de sarcophages égyptiens, et donc j'ai décidé plutôt de vous faire un exposé qui reflète un petit peu un travail en cours. Il s'agira d'une exposition qui visera essentiellement à remettre en contexte un très important ensemble de sarcophages de nos collections, celui qui provient de la deuxième cachette de Deir el-Bahari, dont j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu plus en détail. Remettre cet ensemble en contexte et en particulier remettre en contexte la restauration dont ces sarcophages vont faire l'objet d'octobre 2015 à avril 2016, puisque notre musée a conclu une convention avec un institut de restauration italien, l'Istituto Europeo del Restauro d'Ischia, qui s'est spécialisé dans le traitement de ce type de matériaux. C'est un institut qui a déjà travaillé notamment pour le musée de Milan ou le musée de Naples pour restaurer des sarcophages égyptiens probablement de même provenance ou en tout cas de même époque. Et donc nous avons conclu cette convention qui va aboutir à 6 mois de restauration intensive au sein de notre musée, puisque les restaurateurs de l'Institut d'Ischia vont travailler pendant 6 mois en direct sous les yeux des visiteurs de cette exposition consacrée aux sarcophages. Cette exposition, nous avons décidé de la consacrer à cette collection de sarcophages parce que le musée du cinquantenaire en possède beaucoup. Et ce qui est très intéressant, j'y reviendrai dans un petit instant, c'est que cet ensemble de sarcophages est très particulier parce qu'on connaît presque toujours le contexte archéologique dans lequel les pièces ont été découvertes. Et ça, c'est un petit peu une particularité de notre collection égyptienne que j'ai souvent l'occasion de mettre en avant, c'est le fait que la collection de Bruxelles, au contraire de collections parfois plus grandes comme celle du Louvre par exemple, la collection de Bruxelles a pour particularité d'être composée à plus de 80% de pièces dont on connaît exactement le contexte archéologique et qui du coup prennent naturellement beaucoup plus de sens au plan historique. Et c'est le cas, naturellement, de cet ensemble de sarcophages, comme d'ailleurs des autres sarcophages qui figureront dans l'exposition et dont nous pourrons expliquer et mettre en scène les circonstances de découverte. Donc, en gros, il y aura une trentaine de sarcophages importants qui seront exposés, ainsi qu'à peu près 150 autres objets, des objets apparentés du monde funéraire de toutes époques, parce que nous avons décidé de faire une exposition qui aura une structure chronologique. Alors, cette exposition va mobiliser beaucoup de personnes au musée pendant les mois qui viennent. En premier lieu, ma collègue Isabelle Terrasse et moi-même qui sommes commissaires de l'exposition, mais aussi toute une série de personnes de différents services. Et je tiens ici à saluer notamment mes collègues du service technique qui, depuis pas mal de temps déjà, se mettent à manipuler des sarcophages, des vitrines destinées à préparer l'exposition. Et vous les voyez ici en train d'apporter des soins tout maternels à cette très jolie petite momie qui figurera notamment dans l'exposition. Ah oui, je veux insister aussi sur le fait qu'une autre particularité de cette exposition qui s'ouvrira en octobre, ce sera de montrer pour la première fois des objets qui n'ont jamais été exposés. À peu près les 2/3 des pièces que vous verrez dans cette exposition n'ont jamais été exposées dans les salles permanentes. Ce sont des objets qui proviennent de nos réserves et qui vraiment méritent d'être exposés et qui font d'ailleurs l'objet depuis pas mal de temps maintenant d'une maintenance au point de vue restauration qui les rendra présentables dans l'exposition. Alors, juste un petit aperçu de quelques objets que vous aurez l'occasion d'admirer à partir d'octobre. Les pièces les plus anciennes que nous possédons datent essentiellement du Moyen Empire, comme ce grand sarcophage de Nacht, qui provient des fouilles de John Garstang à Abydos, qui a d'ailleurs été trouvé avec un mobilier funéraire qui est bien documenté dans les rapports de l'époque. Nous possédons d'ailleurs un très belouché typique de la fin de la XIIe dynastie qui accompagne ce grand sarcophage. Un autre exemple, c'est ce superbe masque de momie de la XVIIIe dynastie qui, pour moi, est le chef-d'œuvre de la collection égyptienne des musées. Je ne pense pas qu'on connaisse au monde des masques de momie de la XVIIIe dynastie aussi beaux que celui-là. Alors malheureusement, rien ne permet de l'attribuer à un personnage en particulier, mais vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'un portrait caractéristique de la toute fin de la XVIIIe dynastie, qui rappelle très très fort le portrait de contemporains de Toutankhamon ou de Horemheb. Il faut noter d'ailleurs que sur ce portrait figure au ras du cou un collier de double petite perle
qui rappelle ce qu'on appelle l'or de la récompense, c'est-à-dire un ensemble d'objets précieux qui étaient donnés en récompense à des dignitaires méritants. Et à la fin de la XVIIIe dynastie, il n'y a pas tellement de grands dignitaires qui se voient octroyer ce genre de récompense. On pense en particulier à Maya, le célèbre trésorier de la fin de la XVIIIe dynastie, contemporain de Toutankhamon et Horemheb, et on peut se demander si cet objet ne pourrait pas éventuellement lui être attribué. C'est quelque chose qui mériterait en tout cas d'être examiné. Un autre exemple qu'Olivier Perdu connaît bien, c'est le couvercle de sarcophage de Khonsou-Tefnakht, qui est remarquable par la richesse de sa polychromie. Et c'est aussi un sarcophage qui sera vraiment emblématique du titre de l'exposition, puisque à l'intérieur, sous les étoiles de Nout, puisque à l'intérieur de ce sarcophage figure une très belle représentation de la déesse Nout, déesse du ciel, au corps constellé d'étoiles, avec de chaque côté les 12 heures du jour et de la nuit représentées sous forme de petites figurines féminines. Ces 12 heures du parcours nocturne seront une espèce de paraphrase du parcours que les visiteurs effectueront dans l'exposition, puisqu'il y aura 12 sections dans l'exposition qui correspondront aux 12 heures du parcours nocturne du soleil avant d'aboutir à une renaissance matinale dont je vous réserve la surprise en fin de parcours. Le centre de l'exposition sera le lot exceptionnel d'objets provenant de la deuxième cachette de Deir el-Bahari, et c'est sur cet ensemble que nous allons nous concentrer à présent. L'histoire de ces sarcophages nous ramène à la fin du XIXe siècle, dans la région thébaine, sur la rive gauche de Luxor, l'ancienne ville de Thèbes, à l'époque pharaonique, et très précisément devant le temple de Hatshepsut à Deir el-Bahari. Je vous montre un cliché ancien du temple de Hatshepsut qui fait également partie de nos collections. Un aspect un peu parallèle de l'exposition qui est en chantier maintenant, ce sera de valoriser une partie de notre très riche collection d'anciens clichés de l'Égypte. La collection égyptienne et l'association égyptologique Reine-Élisabeth possèdent plusieurs milliers de photos anciennes de sites archéologiques égyptiens, soit sous forme d'impression papier, soit sur plaques de verre. La plupart de ces clichés ont été pris par Jean Capart et ses collaborateurs entre 1900 et 1940 à peu près, et il y a vraiment là-dedans des trésors qui n'ont jamais été valorisés et qui seront en partie, en tout cas pour ceux qui sont pertinents par rapport au scénario de l'exposition, mis en valeur dans le déroulement de celle-ci. Alors le cliché que je vous montre là a été pris par Jean Capart en 1901 lors d'un de ses premiers voyages en Égypte, et il montre le temple de Deir el-Bahari à l'époque où il est fouillé par les archéologues anglais de l'Egypt Exploration Fund sous la direction de l'égyptologue suisse Édouard Navy. Mais à cette époque, le site de Deir el-Bahari est bien entendu connu par ses temples et surtout par le temple de Hatshepsut, mais il est aussi surtout connu par la découverte datant déjà de quelques années des deux célèbres cachettes de Deir el-Bahari. La première cachette, ce qu'on appelle la première cachette conventionnellement, a été découverte en 1881. Il s'agissait d'une grande tombe collective dans laquelle avaient été placées à la 21e dynastie, c'est-à-dire vers 950 avant notre ère à peu près, les momies des pharaons du Nouvel Empire, en tout cas une grosse sélection de momies de pharaons du Nouvel Empire qui étaient à l'origine inhumées dans la vallée des rois, mais qui avaient été stockées, qu'on avait mises à l'abri dans cette tombe collective de manière à les soustraire probablement au pillage qui ravage la région thébaine à la fin du Nouvel Empire et pendant le début de la 21e dynastie. Alors cette première cachette de Deir el-Bahari, son contenu est évidemment tout à fait au musée du Caire. Les momies des pharaons retrouvées dans cette tombe sont au musée du Caire, mais elle sera tout de même évoquée dans l'exposition par quelques objets, notamment par des ousheptis qui ont été retrouvés dans cette tombe collective, mais aussi par quelques objets qui sont plus anecdotiques et qui ont été retrouvés tout récemment dans des armoires de la collection égyptienne, et c'est le cas notamment de cette extraordinaire petite boîte qui n'est pas encore totalement analysé ou inventorié, mais qui porte sur son couvercle une inscription qui nous dit qu'il s'agit de colliers floraux de la momie de Ramsès II. Et effectivement, à l'intérieur de cette petite boîte se trouvent des débris de guirlandes florales, ainsi qu'une petite étiquette qui explicite son contenu et qui est probablement, il faut examiner ça d'un peu plus près encore, mais qui est probablement de l'écriture de Gaston Maspero, qui était conservateur du musée du Caire à l'époque et directeur du service des antiquités à l'époque de cette découverte. Il y a deux boîtes comme celle-là. Il y a celle-là qui contient des débris de guirlandes de la momie de Ramsès II et l'autre
assez analogue qui contient des débris de guirlandes florales attribuées à la momie de Séti Ier. Alors, le contenu de ces petites boîtes, qui ont été redécouvertes tout récemment, fera l'objet, dans les temps qui viennent, d'analyses et de publications. Alors, la deuxième cachette de Deir el-Bahari dont nous allons parler aujourd'hui, elle a été découverte 10 ans plus tard, exactement, en 1891, près de la chaussée antique qui conduit de la vallée du Nil vers le temple de Hatshepsut à Deir el-Bahari. Voilà à quoi ressemble le site aujourd'hui, c'est cette espèce de grande excavation que vous avez ici, maladroitement couverte d'une espèce de plancher aujourd'hui. Cette tombe a été découverte en 1891 par deux égyptologues français, Eugène Grébeau et Georges Darécy, sur les indications d'anciens pilleurs de tombes recyclées dans l'archéologie officielle, qui avaient d'ailleurs été déjà impliqués dans la découverte clandestine, elle aussi, de la première cachette 10 ans auparavant. Alors il s'agit en fait d'une immense tombe, dont voilà le plan, une tombe à laquelle on accède par un puits très profond, ici. Ce puits est suivi d'un long couloir d'à peu près 90 mètres de long, prolongé par un couloir latéral d'une 50aine de mètres, et dans l'axe du premier couloir, ici, figure une chambre qui a probablement été creusée en même temps que le couloir principal. Cette tombe, lors de sa découverte, était totalement intacte. Et elle consistait en une énorme sépulture collective dans laquelle avaient été placés à la 21e dynastie les sarcophages des prêtres du dieu Amon de Karnak et des membres de leur famille. Un ensemble socialement assez homogène, puisque la plupart des individus masculins enterrés dans cette tombe collective sont effectivement des prophètes d'Amon. Les dames enterrées dans cette tombe sont la plupart du temps des chanteuses d'Amon, donc on a probablement vraiment le même groupe social, et on considère en général que cette cachette de Deir el-Bahari a dû être alimentée par des sarcophages pendant environ une centaine d'années, et les inhumations se sont succédées les unes après les autres. Alors cette tombe contenait pas moins de 153 sarcophages qui sont ici repris sur ce plan sous la forme de petits rectangles qui ont été échelonnés le long de ces couloirs. Quand je dis 153 sarcophages, en réalité il y en a beaucoup plus, comme je vous le montrerai dans un petit instant, parce que les sarcophages de la 21e dynastie sont en général des sarcophages triples. Il y a généralement un sarcophage extérieur de grande dimension, un sarcophage intérieur plus petit, et encore à l'intérieur de celui-là, directement en contact avec la momie, ce qu'on appelle une planche de momie. Je vous montrerai dans un instant à quoi ça ressemble, qui elle est directement en contact avec la momie du défunt. Ça signifie qu'en fait, au total, il y avait dans cette tombe pas moins de 453 sarcophages et planches de momie. C'est donc un mobilier exceptionnel et d'une ampleur absolument sans précédent. Alors, le problème avec cette cachette de Deir el-Bahari, c'est que c'est une découverte extraordinaire, mais c'est aussi une véritable catastrophe archéologique. Tout simplement parce que cette tombe gigantesque a été vidée par les archéologues français en quelques jours à peine, très exactement entre le 5 et le 13 février 1891, et cela sans qu'aucun plan réel ne soit dressé du contenu de la tombe, sans qu'aucun croquis soit dressé, sans même que la disposition des sarcophages à l'intérieur de la tombe soit notée de manière scrupuleuse. Le plan que je vous montre ici est en fait une hypothèse, une reconstitution de la manière dont cette tombe était meublée, une reconstitution que l'on doit essentiellement aux travaux d'Andrzej Niwiński, qui est un des premiers à avoir étudié les sarcophages de la 21e dynastie et à avoir essayé de reconstituer à rebours, en l'absence de données archéologiques de l'époque, comment était disposé le contenu de cette énorme cachette. Donc, quand je dis qu'il s'agit d'une catastrophe archéologique, c'est une réalité simplement parce que nous ne possédons que très très peu de documents de l'époque qui nous décrivent le contenu de cette cachette, à part quelques récits oraux, enfin écrits, mais ce sont vraiment des narrations rédigées par les fouilleurs, mais aucune description systématique du contenu de cette tombe. Très peu de documents iconographiques également. La découverte a été assez bien médiatisée à l'époque, et il y a tout de même quelques gravures anciennes qui montrent ou qui évoquent le vidage de cette tombe, comme celle-ci. Il s'agit d'une illustration d'Émile
Bayard, paru dans l'Illustration, le journal L'Illustration du 4 avril 1891, et qui est intitulé « L'évacuation des sarcophages de la cachette de Bab el-Gassous », Bab el-Gassous étant le nom arabe qui est donné à cette grande tombe collective. Et Bab el-Gassous, ça signifie la porte des prêtres, puisque je vous rappelle que ce sont des prêtres d'Amon qui sont enterrés à l'intérieur. Donc voilà, vous avez quelques illustrations comme celle-ci où l'on voit effectivement des ouvriers en train de tracter des sarcophages hors de la tombe, avec l'archéologue qui, lui, majestueusement juché sur sa passerelle, est en train d'effectuer le décompte de ce qui sort de la cachette. Donc la tombe est vidée en quelques jours, et puis les cercueils et les momies sont très rapidement transférés au musée du Caire, qui à l'époque est le musée de Giza. Ce n'est pas le musée du Caire que vous connaissez aujourd'hui, c'est le musée de Giza qui est beaucoup plus petit. Tout est transféré au musée de Giza, et très rapidement au musée, les momies vont être toutes déballées. Un événement qui n'est que très peu documenté également, on en connaît là aussi quelques illustrations, notamment ce tableau de Paul Philippotto qui s'intitule « Examen d'une momie, une prêtresse d'Amon », un tableau qui est conservé dans une collection privée aujourd'hui, sur lequel on voit effectivement la fameuse prêtresse d'Amon qui est piteusement couchée sur cette espèce de table où on est en train de la démailloter, et autour d'elle, une série d'égyptologues français qui d'ailleurs, je ne vous ai pas trouvé une photo de l'encadrement de cette peinture, mais sur le cadre de la peinture figurent les noms des différents égyptologues qui sont impliqués dans l'opération, et dans ce cadre sont même ménagées des petites logettes dans lesquelles on a inséré des oucheptis provenant de la deuxième cachette de Deir el-Bahari. Donc c'est toute une mise en scène autour de ces trouvailles. Mais bon voilà, on a très peu de renseignements sur la manière dont ces momies ont été démaillotées au musée du Caire. Il y a quelques rapports qui sont publiés dans les annales du service des Antiquités, mais beaucoup trop peu que pour avoir une vue complète et exhaustive du contenu de cette cachette au point de vue des techniques de momification. Alors le problème du musée de Giza, c'est qu'à partir de mars 1891, il va être confronté à un arrivage massif d'objets. Je vous parlais de 453 sarcophages, et il n'y a pas que des sarcophages dans cette cachette, puisque arrive aussi au musée à cette époque-là une énorme quantité d'oucheptis, donc de statuettes funéraires, des coffres à oucheptis, des stèles, des statuettes diverses, des offrandes florales, des bouquets de toutes sortes, des offrandes alimentaires également, quelques vases canopes, peu, mais quelques vases canopes tout de même. Donc une quantité astronomique d'objets qui encombre complètement le musée de Giza, qui se retrouve totalement débordé. À ce moment-là, le musée va décider de se débarrasser d'une bonne partie du contenu de cette cachette. Les conservateurs vont trier les sarcophages provenant de la cachette. Ils vont bien entendu garder ceux qui présentent le plus d'intérêt esthétique ou historique. Et le reste, c'est-à-dire à peu près la moitié probablement du contenu de la cachette, va être divisé en lots qui vont être attribués à toute une série de musées répartis un peu partout dans le monde. Il y a, je pense, 28 musées différents qui vont hériter de lots provenant de la deuxième cachette de Deir el-Bahari, dont le musée de Bruxelles, qui va se voir attribuer le lot numéro 15. Alors, comment ces lots sont-ils constitués à l'époque? Ça, c'est quelque chose d'un peu mystérieux encore. Il semble bien qu'il y a un certain désordre ou un certain arbitraire qui est régné dans la constitution de ces lots, qui sont d'ailleurs d'ampleur variable. Il y a des musées qui reçoivent un sarcophage, quelques oucheptis, d'autres par contre en reçoivent une quinzaine. Le musée de Bruxelles a été très bien loti, puisque nous avons reçu à cette occasion, en 1894, un ensemble de 10 sarcophages, 2 grands sarcophages extérieurs, 4 sarcophages intérieurs, 4 planches de momies, plus, je vous les montrerai dans un instant, 2 coffres à oucheptis et un ensemble de 92 oucheptis appartenant à ces familles des prêtres d'Amon. Donc en 1894, les musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles vont entrer en possession d'une série impressionnante de 10 pièces et de quelques autres objets. Cependant, à leur arrivée au musée de Bruxelles, il apparaît assez rapidement que ces sarcophages ont beaucoup souffert de leur voyage. D'abord, le musée du Caire semble avoir choisi pour les expédier à l'étranger les sarcophages qui étaient dans l'état de conservation le plus précaire. Ils ont gardé les meilleurs, tout simplement. Ceux qui étaient le plus fragiles, ils les ont envoyés à l'étranger. Et effectivement, lorsque les sarcophages arrivent à Bruxelles après un long voyage par bateau et puis par train d'Anvers à Bruxelles, ils sont dans un état de conservation extrêmement délicat, si bien que le conservateur adjoint de l'époque, Joseph d'Estrée, peut alors écrire au conservateur en chef du musée, Charles de Hauleville, nous sommes là le 1er février 1894, plusieurs cercueils ont souffert d'un séjour prolongé dans les caisses, ainsi que vous avez pu le constater. Monsieur Bonne, alors je ne sais pas
trop sûr du nom de ce personnage, qui est un restaurateur. Si certains d'entre vous ont des informations à ce sujet, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de les connaître. Monsieur Bonne ou Born s'est mis à la tâche pour effectuer les restaurations les plus urgentes. Cette réparation s'imposait avant que le déballage ne fût terminé, car le décor tombe à la moindre secousse. Monsieur Bonne, ou Born, s'acquitte fort bien de ce travail délicat. Il a du reste exécuté des besognes de ce genre au British Museum et au Louvre. Mention intéressante des archives du musée qui montre que probablement on arrivera un jour à retrouver la trace de cet ancien restaurateur. Alors l'intervention de ce monsieur Bonne ou Born a certainement été extrêmement utile parce que c'est sans doute lui qui a sauvé ces sarcophages d'une destruction presque complète. Et elle est aujourd'hui assez facile à localiser. Parce que ce restaurateur, conformément aux techniques de restauration de l'époque, n'a pas seulement consolidé les sarcophages et fixé les parties qui menaçaient de tomber, mais il n'a pas hésité non plus à remplacer les zones manquantes des décors par des scènes et des inscriptions de sa propre invention. Par exemple, je vous montre juste ici cette extrémité d'un des sarcophages de Bruxelles. Vous constaterez que la colonne d'inscription qui se trouve là est rédigé dans des hiéroglyphes typiques de la fin du XIXe siècle qui ne veulent absolument rien dire, simplement parce que le restaurateur a complété la zone du décor qui était manquante, et on peut vraiment sur l'ensemble des sarcophages du lot de Bruxelles repérer très facilement les zones où il est intervenu, et ce sera d'ailleurs un des enjeux de la restauration qui sera pratiquée prochainement, ce sera vraiment d'identifier le travail de ce restaurateur et puis de prendre la décision de ce qu'on va faire avec ces anciennes restaurations. Est-ce qu'on les laisse en place parce qu'elles constituent finalement une trace d'un épisode de la vie de ces objets, ou est-ce qu'on les enlève pour les remplacer par des restaurations neutres telles qu'on les pratique aujourd'hui? Ce sera une question qu'il faudra débattre. Dans tous les cas, il faudra documenter ces interventions anciennes parce qu'en soi, elles ont naturellement leur intérêt. Une fois remis en état, les sarcophages de la cachette de Der El Bahari vont être exposés dans les salles du musée de Bruxelles, d'ailleurs dans des conditions de présentation qui sont parfois un peu précaires également. Une des plus anciennes photographies que l'on ait de ces sarcophages en place dans les salles du musée, c'est celle-ci. Une photographie qui a été prise par Jean Capart, alors jeune conservateur que vous voyez ici, et qui décrit la collection égyptienne en 1897, donc 3 ans à peine après l'arrivée des sarcophages de Der El Bahari, avec un petit mot ici un peu ironique de la part de Capart, comment je l'ai trouvé. Là, c'est la collection égyptienne, comment je l'ai trouvée en 1897 à mon arrivée au musée. Et évidemment, c'était des conditions d'exposition qui étaient particulièrement archaïques, et on voit très bien les sarcophages de Der El Bahari ici, alignés les uns à côté des autres sur des tréteaux, avec leur couvercle placés en hauteur, en suspension sur des tiges métalliques verticales. Pour ceux d'entre vous qui étaient à la visite des réserves du musée ce matin, j'ai pu vous montrer les trous pratiqués dans l'épaisseur des sarcophages pour fixer ces tiges verticales en métal qui ont naturellement aussi contribué à fragiliser les décors peints. Alors, les problèmes auxquels se heurtent aujourd'hui les égyptologues concernant ces sarcophages, ces problèmes sont très nombreux. À cause essentiellement des conditions déplorables dans lesquelles la cachette de Der El Bahari a été vidée de son contenu. Et les questions qui se posent à propos de ces sarcophages et de la cachette sont nombreuses. Par exemple, la première question qu'on peut se poser, c'est de quand datent ces sarcophages de manière plus précise? Pendant combien de temps et sur combien de générations la cachette a-t-elle été utilisée? Y a-t-il une évolution dans le style de ces sarcophages, dans leur décor, dans leur technique de fabrication? Et puis d'autres questions fondamentales aussi, que nous apprend cette cachette sur les usages funéraires de la 21e dynastie et sur les croyances religieuses qui étaient en cours dans la région thébaine à cette époque de la 21e dynastie, dans le cercle tout à fait particulier des prêtres d'Amon de Karnak. Alors pour répondre à ces questions, il faut d'abord essayer d'y voir clair dans l'histoire de l'occupation et de l'agencement interne de la cachette de Der El Bahari. Et sur ce point, on sort naturellement à de sérieux problèmes. Je vous disais qu'on n'a aucun croquis réalisé à l'époque du vidage de la cachette. Simplement, ça n'a pas été fait. La seule chose que nous avons, ce sont des listes. Il y a une première liste qui a été établie par Georges d'Arécy, à la sortie des sarcophages, en regardant les sarcophages dans la tombe et en leur attribuant des numéros. Alors ces numéros commencent par la lettre A, la plupart, et on a A1 jusqu'à A153. C'est ce qui apparaît d'ailleurs sur
ce plan. D'Arécy a commencé à numéroter les sarcophages depuis l'entrée. Vous voyez que le A1 et le A2 sont ici. Et puis, on continue comme ça. Et les numéros les plus élevés sont ici dans les pièces du fond. Alors, encore une fois, il s'agit simplement d'une numérotation séquentielle, il ne s'agit pas du tout d'une numérotation qui est placée sur un plan. Donc ça ne reflète pas nécessairement la disposition exacte des sarcophages à l'intérieur de la cachette. C'est la liste des numéros commençant par A. À côté de ça, une autre liste de numéros qui commencent, eux, par la lettre B, a été élaborée par deux autres égyptologues, Urbain Bourriand et Eugène Grébeau, à la sortie des sarcophages, au moment où ils étaient extraits de la tombe, entreposés près de en surface pendant quelques temps et renumérotés avec le numéro B. Alors malheureusement, on n'a pas de correspondance très claire entre la numérotation A et la numérotation B, ce qui pose des problèmes inextricables pour essayer de s'y retrouver. Il y a une troisième numérotation qui a été attribuée à ces sarcophages de Deir el-Bahari lors de leur arrivée au musée de Giza, puisque là, on leur a attribué des numéros de journal d'entrée. Vous savez que depuis très longtemps, tous les objets qui entrent en principe au musée du Caire se voient attribuer un numéro de journal d'entrée. Et là, c'est encore une autre liste qui n'est pas très clairement corrélée ni au numéro A ni au numéro B. Donc vous voyez que c'est un casse-tête assez aigu pour les égyptologues. Alors pour ce qui est de notre collection, ce qui est intéressant, c'est que sur certains de ces sarcophages, on trouve encore d'anciennes étiquettes, notamment au niveau du cou. Vous voyez ici, voilà, qui sont des anciennes étiquettes du musée du Caire, qui reprennent l'ancien numéro de journal d'entrée du musée. Alors ça, c'est tout de même évidemment très précieux, et ça peut nous permettre à essayer de reconstituer non seulement des ensembles, mais aussi la position de ces sarcophages dans la cachette. Alors, voyons un peu plus en détail de quoi était constitué ce fameux lot numéro 15 attribué au musée de Bruxelles. D'abord, dans ce lot figure un seul ensemble complet. Quand j'entends par ensemble complet, un ensemble constitué d'un grand sarcophage externe, d'un petit sarcophage intérieur et d'une planche de momie. Cet ensemble complet, c'est celui qui porte le numéro A131 de la liste de Darécy et qui donc a été retrouvé dans le petit couloir qui précède les chambres du fond de la cachette. Alors, cet ensemble présente en quelques images un grand sarcophage extérieur anonyme, malheureusement qui ne porte aucun nom de défunt, avec un très riche décor multicolore sur fond jaune. Ces sarcophages ont la plupart du temps des fonds jaunes, je reviendrai dans un petit instant sur cette couleur dominante. De très nombreuses inscriptions, malheureusement, sans le nom du défunt, et une caractéristique de ce sarcophage et du sarcophage intérieur qui l'accompagne, c'est la présence au bord supérieur de la cuve d'une frise d'uréi et de plumes de mate. Voici le couvercle du même, avec encore une fois une très riche polychromie, notamment au niveau des détails du collier que vous avez ici. Le sarcophage intérieur qui s'emboîtait de manière certaine dans le premier, avec d'ailleurs les mêmes caractéristiques au niveau du décor, sont deux sarcophages qui ont probablement été réalisés en même temps. Ils sont exactement du même style, on retrouve le même type les mêmes proportions dans les figures, les mêmes détails dans la mise en place des scènes, dans les frises décoratives. Donc incontestablement, ce sont des sarcophages qui ont été réalisés en même temps. Voici le couvercle du sarcophage intérieur, avec une particularité qui va peut-être vous surprendre, c'est le style du visage, ou je dirais peut-être l'absence de style du visage. Ce visage dénué d'expression, peint d'une couleur brun mat, est une des réflexions du restaurateur de la fin du XIXe siècle. Le visage devait être totalement perdu, et ici, le monsieur Born n'a pas du tout hésité à le refaire complètement. Et puis le dernier élément de cet ensemble, c'est la planche de momie qui était à l'intérieur du sarcophage intérieur, et que voilà, les planches de momie de la cachette de Deir el-Bahari ont en général un décor qui est réalisé en stuc moulé et peint. Le reste de la surface des sarcophages, internes ou externes, n'a pas d'éléments en relief. Par contre, la planche de momie en général a un décor en relief de stuc moulé sur l'âme en bois du sarcophage. Donc, comme je vous le disais,
Cet ensemble complet ne comprend malheureusement pas le nom du défunt, qui ne figure nulle part dans les inscriptions, et Darécy considérait d'ailleurs lui-même le lot comme anonyme. Ce qui est étrange d'ailleurs, c'est qu'on a malgré tout des rapports très succincts, vraiment pas grand-chose, mais on a quelques rapports rédigés par Darécy dans les Annales du Service des Antiquités, qui parlent du contenu de certains de ces sarcophages. Et bizarrement, celui-là, le numéro 131, n'est pas repris dans cette liste, ce qui peut faire éventuellement penser que ces sarcophages ne contenaient rien, simplement. Ils sont anonymes, il n'y a pas le nom du défunt dessus, et peut-être que ce sont des sarcophages qui ont été entreposés là, vides, peut-être en attendant une réutilisation au bénéfice de l'un ou l'autre défunt, mais en tout cas, il y avait, semble-t-il, rien à l'intérieur. Deuxième ensemble, c'est un ensemble dont nous ne possédons là que le sarcophage intérieur et la planche de momie. Alors lui, par contre, il appartient à un personnage qui est nommé, c'est un sarcophage féminin qui appartenait à une chanteuse d'Amon qui s'appelle Taouzeret Emper-Nessou. En voilà le couvercle là d'un très beau style, très beau modelé d'ailleurs. C'est un objet qui a l'air comme ça quand on le regarde superficiellement d'être d'une technique très affûtée et d'une assez grande solidité. En réalité, c'est un des plus fragiles de la collection, parce que c'est un des couvercles de sarcophage qui présente le plus de surface bombée et traitée de manière organique. Il faut savoir que ces sarcophages sont en général constitués d'une multitude de pièces de bois grossièrement assemblées, qui jouent un petit peu entre elles, ce qui fragilise complètement la couche de stuc qui les recouvre et la couche picturale qui est appliquée sur le stuc. Et c'est particulièrement le cas ici. Si vous regardez de près la zone du ventre ici, vous constaterez qu'il y a énormément de zones où la peinture s'est écaillée, simplement parce que c'est une zone qui joue beaucoup dans son épaisseur, comme ça, tellement il y a du vide en quelque sorte entre le stuc et l'âme de bois du couvercle. Voici le côté de ce sarcophage avec une très jolie scène de pesée du cœur que vous avez ici. Voilà, très beau style sur lequel je reviendrai dans un petit instant. Et la planche de momie à l'intérieur avec son décor en stuc moulé. Alors cette Taouzeret Emper-Nessou était chanteuse d'Amon, comme à peu près toutes les dames qui sont enterrées dans la cachette de Der el-Bahari, et ces sarcophages portaient le numéro A2 de la liste de Darécy, ce qui permet d'affirmer qu'ils étaient placés vraiment près de l'entrée de la cachette, ici. Donc logiquement, ça doit être parmi les derniers sarcophages à avoir été placés à l'intérieur de la cachette, puisqu'il est logique d'imaginer qu'on a commencé à la remplir depuis le fond. Juste un détail concernant le plan que je vous montre ici, dont je vous rappelle qu'il s'agit d'une hypothèse de restitution élaborée sur base des travaux de Niwiński. Vous voyez aussi que chacun des petits sarcophages qui est indiqué sur le plan a des couleurs ou des codes différents. Ça correspond en fait à des propositions de datation de ces sarcophages. Et en particulier, le numéro 2, qui est là, celui de notre Taouzeret Emper-Nessou, est schématisé moyen de petits ronds, comme ça, sur la surface, ce qui indique que l'on aurait affaire à un sarcophage contemporain du pontificat du grand prêtre Menkeperre. Menkeperre, on le situe en général entre 1045 et 992 avant notre ère, c'est un long pontificat. C'est une information qui vient de l'examen de la momie de Taouzeret Emper-Nessou, pratiqué au musée du Caire, au musée de Giza, et qui a montré que les bandelettes de la momie portaient le nom du grand prêtre Menkeperre. Maintenant, il faut être prudent avec ce genre de déduction chronologique, parce que quand on examine de près l'inscription portée par ces bandelettes, cette inscription dit très exactement « pièce de tissu qu'a faite le grand prêtre d'Amon Menkeperre, fils du roi Pinedjem, pour son père Khonsou en l'an… » et puis malheureusement la date est perdue. Mais la mention « pour son père Khonsou » fait plutôt penser que ces pièces de tissu, à l'origine, étaient des pièces de tissu à vocation rituelle, destinées à être utilisées plutôt dans le culte du dieu Khonsou plutôt que dans une inhumation. Donc on peut penser raisonnablement que ces pièces de tissu ont été réutilisées pour la momification de la dame Taouzeret Emper-Nessou, et c'est évidemment insuffisant pour dater la momie et le sarcophage du règne de Menkeperre. C'est une réutilisation, elle est probablement plus tardive que le règne de Menkeperre, et c'est peut-être même à la fin de la 21e dynastie, lorsqu'on achève le remplissage de la cachette, qu'on doit dater cette dame et ses sarcophages. Un autre sarcophage intérieur, un autre duo, sarcophage intérieur planche de momie, c'est celui-ci.
Je vous en montre un détail parce que c'est un sarcophage de très jolie facture. Sarcophage féminin également, vous avez ici la défunte en adoration. Un sarcophage, lui, qui porte le numéro A18 de la liste de Darécy et qui donc était placé à peu près vers le milieu du premier couloir de la tombe. Là aussi, on a un rapport de Darécy qui concerne l'ouverture de ce sarcophage et qui dit simplement, quand je vous disais que ces rapports sont particulièrement laconiques, dit simplement, à côté du numéro A18, pas d'autre objet que la plaque en cire. Alors qu'est-ce que c'est que cette plaque en cire? Il s'agit en fait de petites plaquettes en cire, plus ou moins rectangulaires, qui portaient l'image d'un œil Oudjat et qui étaient placées sur le côté gauche des momies, là où se pratiquait l'incision latérale destinée à extraire les viscères. Donc c'est apparemment le seul objet qui, d'après en tout cas le rapport laconique de Darécy, a été trouvé à l'intérieur de ce sarcophage et de cette momie. Et à côté du sarcophage intérieur, une planche de momie qui, elle, est très particulière, qui porte le même numéro dans la liste de Darécy, mais qui est très particulière parce que c'est une des rares planches de momie de l'ensemble de Deir el-Bahari que je connaisse, sur laquelle très peu de vernis antique a été appliqué. Là, je reviens quelques instants à la couleur jaune dominante de ces sarcophages. Alors, cette couleur jaune, elle apparaît aujourd'hui parfois d'un jaune très, très foncé, parfois même tirant sur le brun doré. En réalité, il est probable que dans l'Antiquité, cette couleur jaune était beaucoup plus claire. Il y a un vernis antique qui a été placé sur les scènes et qui a foncé avec le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce vernis donne une coloration de fond jaune foncé à peu près à tous les sarcophages. Et il est probable que dans l'Antiquité, cette coloration était était fort atténuée et que les couleurs de base des décors apparaissaient de manière beaucoup plus éclatante. Sur cet exemple-ci, très peu de vernis a été placé et vous voyez que dans ce cas-ci, on a des bleus éclatants et j'ai vu d'autres restaurations qui ont été pratiquées, notamment au musée de Leyde, et qui ont abouti à éclaircir notablement les vernis antiques. Et là, vous retrouvez des couleurs absolument rutilantes qui sont très différentes de celles que l'on peut voir habituellement sur ces sarcophages dits jaunes. Alors, encore un autre sarcophage de la collection, c'est celui-ci, un grand sarcophage externe, celui-là, au nom d'un personnage qui s'appelle Ankefenamon, c'est donc un sarcophage masculin, en tout cas à la base, parce que ce sarcophage a été usurpé dans un deuxième temps au bénéfice d'une dame qui s'appelle Ihi. Un grand sarcophage qui est probablement, j'y reviendrai dans un instant, un des plus anciens du lot, qui est décoré de grandes représentations de divinités sur ses parois, comme ça, dans un style qui évoque encore un petit peu le décor des tombes privées ramessides, par exemple. Donc c'est probablement un des sarcophages les plus archaïques de l'ensemble. Là, pour ce qui est du contenu de ce sarcophage, Darécy encore une fois n'explique pas grand-chose, il dit simplement que le sarcophage contenait, je cite, une momie de femme couchée dans du natron et de la chaux, pas d'objet. Voilà, c'est très sommaire, mais la mention d'une momie de femme couchée dans le natron et la chaux est quand même intéressante parce que ça pourrait expliquer le fait que le fond de ce sarcophage est aujourd'hui quasiment perdu. Il a été complètement corrodé, on en a quelques fragments qui sont conservés dans nos réserves, mais c'est très peu de choses, probablement à cause de l'action corrosive de la chaux et du natron. Le restaurateur de la fin du XIXe siècle a d'ailleurs fait un faux fond à ce sarcophage qu'il a fabriqué au moyen des caisses de transport qui avaient servi à amener les sarcophages à Bruxelles. Il y a d'ailleurs encore les étiquettes de la douane de l'époque sur le fond de ce sarcophage. Et puis la collection comprend encore deux derniers objets. Celui-ci, un autre sarcophage intérieur, anonyme, très beau, lui, qui comprend un très beau décor qui montre des scènes de funérailles réparties sur deux registres, je vous montrerai un autre détail dans un instant, et une planche de momie dont je vous montre un détail, qui faisait peut-être partie qui était peut-être destinée à être placée dans ce sarcophage intérieur, mais on n'est pas du tout sûr que les deux objets correspondent à un seul ensemble. Et d'ailleurs, là, on n'a pas été en mesure jusqu'ici d'identifier le numéro de la liste de Darécy. Voilà donc pour les sarcophages, mais le lot numéro 15 attribué à Bruxelles comprenait encore quelques autres objets, notamment deux grands coffres à Ushepti. Je vous en montre juste un qui est au nom d'un personnage qui s'appelle Renpet Nes, ainsi que 92 Ushepti divisés en deux ensembles de 46 objets, parce que chaque Ushepti a été placé dans le lot en deux exemplaires.
Alors ces oucheptis, ils sont nombreux, ils ne sont pas encore tous identifiés, parce que malheureusement, nous n'avons pas de documents d'archives de 1894 qui nous les énumèrent de manière très systématique. Donc un des travaux préparatoires à l'exposition pour l'instant, c'est d'explorer nos tiroirs à oucheptis, et ils sont nombreux, de manière à repérer les oucheptis de la cachette de Deir el-Bahari. Jusqu'ici, j'en ai repéré une bonne soixantaine, mais d'ici quelques temps, j'aurai retrouvé, j'espère, les 92 exemplaires. Les deux que je vous montre ici, qui sont comme toujours des oucheptis jumeaux, ils vont toujours par deux, appartenaient à un scribe du domaine d'Amont qui s'appelait Consumès et dont le sarcophage est connu. Il est conservé au musée de Florence. C'est assez typique ce genre de dispersion de la politique qui a été menée concernant la gestion de cette cachette par le musée du Caire à l'époque. Il n'y a manifestement eu aucun souci de cohérence dans les envois des lots. Je vous disais que le seul lot cohérent qui a été envoyé au musée de Bruxelles, qui comprend donc les 3 éléments emboîtés, est exceptionnel. Pour le reste, ce sont en général des éléments disparates qui sont envoyés à l'étranger. Et en tout cas, il n'y a aucune volonté de mettre en cohérence des ensembles d'oucheptis avec des sarcophages. Le sarcophage de notre Consumès est à Florence, et d'autres oucheptis du personnage, d'ailleurs, sont encore dans d'autres musées. Alors, autour de cette cachette de Deir el-Bahari, le musée du cinquantenaire, depuis 2011, s'est intégré à un important réseau d'études internationales qui a été initié par le docteur Rogério Sousa de l'Université de Porto au Portugal, un réseau d'études internationales qui s'intitule Bab el-Gassous, Database Bab el-Gassous, la porte des prêtres, nom arabe de cette deuxième cachette de Deir el-Bahari. Alors, l'objectif de ce réseau, auquel collaborent en principe tous les musées qui ont reçu des lots d'objets de la cachette, c'est de constituer une base de données qui devrait permettre un jour de mieux comprendre la cachette de Deir el-Bahari en tant que document archéologique et en quelque sorte de reconstituer virtuellement la cachette et la disposition d'origine des sarcophages et des autres objets à l'intérieur de cette tombe. Ce projet prévoit d'ailleurs aussi de pratiquer des politiques de restauration des objets de la cachette, une opération qui, comme je vous le disais, sera prochainement menée au Musée royal d'art et d'histoire à partir du 15 octobre prochain. Un des enjeux principaux de cette opération de restauration qui débutera prochainement, ce sera notamment de mettre en valeur, de mettre en évidence les particularités technologiques de la construction de ces sarcophages. Il y a toute une série d'analyses qui ont été menées récemment dans plusieurs musées, notamment dans le nôtre, par une équipe d'égyptologues américains de Los Angeles, sous la direction de Kara Cooney, et qui ont abouti à la conclusion que ces sarcophages de Deir el-Bahari sont en réalité véritablement des bricolages. Je vous ai déjà dit que la plupart d'entre eux étaient fabriqués avec des tas de petites pièces de bois grossièrement assemblées. Il y a aussi dans ces sarcophages de Deir el-Bahari une énorme quantité de matériaux de réemploi, et notamment des réemplois de pièces de mobilier ramessides. On a vraiment l'impression qu'on a recyclé toute une série de pièces de mobilier funéraire ou même de mobilier quotidien des 19e et 20e dynasties pour les inclure dans ces sarcophages de Deir el-Bahari. C'est vraiment une époque de recyclage, la 21e dynastie. Et donc les travaux de restauration qui seront menés bientôt permettront certainement de mieux comprendre cet enjeu et cette problématique à travers les objets de Bruxelles. Alors je vous montre un petit détail, simplement une petite vue de détail d'un de nos sarcophages qui montre que le bord de cette planche de momie a été consolidé et complété ici par une petite pièce de bois additionnelle qui provient d'un fragment de perruque probablement d'un sarcophage ramesside. En tout cas, ce que Kara Cooney a pu démontrer, et simplement on a redécoupé cette perruque pour fabriquer de quoi colmater une petite brèche dans le bois de cette planche de momie. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, un des autres enjeux de cette opération de restauration, ça va être de préserver et de pérenniser ces sarcophages. Je vous disais il y a un instant qu'ils étaient extrêmement fragiles. Il y a d'ailleurs toute une série d'endroits de la surface où, comme vous le voyez ici, le stuc se décolle du bois, et il s'agit d'intervenir d'urgence parce que chaque manipulation de ces sarcophages risque de causer des pertes de matière, et donc il faut être particulièrement prudent. Vous verrez un de ces sarcophages exposé dans le grand narthex du musée où vous vous rendrez après les exposés. Nous l'avons vraiment choisi parce que c'est un des moins précaires, je dirais. Sinon, comme politique générale, nous essayons de les manipuler le moins possible. Alors, la facette
purement égyptologique alors du travail de ce réseau Bab el-Gassous Database visera à étudier les décors des sarcophages, parce que ces décors sont absolument passionnants. Ce sont des témoins extrêmement précieux des croyances des prêtres thébains au début du premier millénaire avant notre ère. Et ces décors sont vraiment particulièrement variés et extrêmement riches. Seulement, ils sont souvent d'une interprétation très difficile et les recherches futures à leur sujet vont devoir viser à approfondir nos connaissances et à leur sujet et en dégager la cohérence, parce qu'il y a certainement une cohérence interne dans ces décors. Alors, quelques exemples d'images qui sont particulièrement intéressantes et qui sont puisées dans le décor des sarcophages du musée de Bruxelles et qui démontrent aussi d'ailleurs la beauté de ces décors. Voilà. Très bel exemple, je ne vais pas vous énumérer chaque fois de quel sarcophage il s'agit, mais ces peintures sont parfois de styles extrêmement différents. Par exemple ici, une peinture qui représente des personnages avec des proportions particulièrement élancées. Ça a l'air d'être le produit d'un atelier bien particulier travaillant à la 21e dynastie qui fabrique des sarcophages décorés de personnages filiformes, comme ça, très, très hauts sur jambes, à la taille très cintrée, et une très jolie représentation de ces déesses tenant des uréus ou des serpents dans les mains. Ce sont probablement des représentations de la déesse magicienne Ouret et Kaou. Une autre très belle scène, c'est de course au phénix, où le défunt court entre les 4 points cardinaux, ou encore cette scène qui montre le voyage de la barque solaire, tractée par des haleurs et accueillie tout à fait à droite par le défunt qui lui fait offrande. Et puis, un des principaux apports de l'opération de restauration des sarcophages, ce sera certainement d'affiner nos connaissances sur les différents stades de création de leur décor. Par exemple, alors que pourtant on a affaire à une tombe unique, cette grande cachette, on s'aperçoit très rapidement que tous ces sarcophages sont de factures et de styles extrêmement différents, comme je vous l'ai déjà signalé, et parfois même à l'intérieur d'un même ensemble. On connaît heureusement relativement bien depuis les travaux de Niwiński la typologie des sarcophages de la 21e dynastie et l'évolution de leur style de décoration, et on peut dès lors faire des constatations assez intéressantes sur les multiples vies de ces sarcophages. Par exemple, incontestablement, comme je vous le disais il y a un instant, le plus ancien sarcophage de la série, c'est celui qui appartenait à l'origine à un personnage masculin du nom de Ankhéphénamon, qui est caractérisé par ces grandes représentations de divinités défilant sur un seul registre, un petit peu comme, je vous le disais tout à l'heure, comme dans certaines tombes privées ramessides. Là, c'est certainement un sarcophage qui doit dater du début de la 21e dynastie. Je vous disais que ce sarcophage avait été usurpé par une dame nommée Ihi, et effectivement ces sarcophages ont eu souvent plusieurs existences successives. Vous voyez qu'ici, une inscription en caractères, en hiéroglyphes noirs, s'est superposée au décor d'origine du sarcophage d'Ankhéphénamon, et que cette inscription est au nom de l'Osiris, la chanteuse d'Amon, Ihi, ou Iyi, le nom de cette dame étant inscrit là, ce qui a d'ailleurs obligé à une mise à jour de ce sarcophage, puisque les mains du personnage masculin, qui étaient des mains fermées, comme sur la plupart des sarcophages masculins, ont été remplacées par une paire de mains ouvertes, typiques des sarcophages féminins. Les sarcophages de Deir el-Bahari sont souvent un petit peu des sarcophages Ikea. On a retrouvé aussi dans cette cachette, apparemment, une boîte, mais ce n'est pas très documenté, mais ça figure dans les récits de Daressi, une boîte qui était remplie de paires de mains ouvertes ou fermées, comme s'il y avait vraiment un stock quelque part de ces éléments qu'on pouvait plus ou moins adapter, selon les besoins, au couvercle des sarcophages. Et une fois que ce stock n'était plus utilisé, il avait été placé dans la cachette. Autre cas de figure, ce qui concerne le sarcophage intérieur et la planche de momie de la dame Taouzeret Mpernesou dont je vous parlais, avec ici une très jolie scène qui montre la défunte en adoration devant des gardiens de l'au-delà à tête de serpent, un style là qui est beaucoup plus miniaturiste et moins monumental que dans l'ensemble précédent, qui lui était beaucoup plus schématique, mais qui est très différent de la planche de momie que l'on trouve à l'intérieur du sarcophage et qui, elle, est décorée vraiment de scènes assez bâclées, tracées à grands traits, avec de grosses couches de peinture, un style
relativement sommaire par rapport à celui du sarcophage qui l'environnait. Alors on a donc là deux objets qui sont très certainement font partie du même ensemble, qui portent le même numéro dans la liste de Darécy, l'un était incontestablement à l'intérieur de l'autre, mais qui sont réalisés dans des styles très différents. Alors est-ce que c'est la trace simplement de l'existence de plusieurs ateliers qui travaillent simultanément et qui alimentent en mobilier funéraire le milieu des prêtres d'Amont? Est-ce que ça correspond à une évolution stylistique et à des réutilisations de pièces de mobilier? Ce sont deux possibilités qui demanderont à être investiguées à l'avenir. Et puis, il y a d'autres sarcophages qui montrent des décors qui sont, eux, typiques plutôt de la fin de la 21e dynastie, comme celui-ci, que je vous ai signalé déjà tout à l'heure, où l'on voit des scènes de cortège funéraire, de longues scènes qui défilent tout le long des parois latérales du sarcophage, réparties sur deux registres, et ces espèces de longs défilés sont, eux, caractéristiques, d'après Niwiński, de la fin de la 21e dynastie. Donc, tout ceci nous apprend que ces sarcophages doivent avoir été élaborés sur une période de plusieurs dizaines d'années, voire de quasiment un siècle. Et puis aussi qu'ils ont subi un grand nombre de réaffectations d'une génération à l'autre dans des circonstances que nous espérons que les recherches futures sur la cachette permettront certainement de comprendre. En tout cas, après cette importante opération de restauration qui s'annonce, les sarcophages de Deir el-Bahari vont retrouver une place de choix dans le musée de Bruxelles, puisque toute la série provenant de la cachette, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sera mise en évidence au centre d'une salle consacrée au monde funéraire égyptien, qui sera une salle tout à fait nouvelle, complètement repensée, et dans laquelle nous pourrons présenter de manière à la fois thématique et diachronique l'évolution des croyances funéraires sur l'au-delà des anciens Égyptiens. À partir de mai 2016, à la fin de l'exposition, du moins je l'espère, les visiteurs du musée pourront donc rendre visite en permanence aux créatures étranges qui peuplent l'au-delà des prêtres d'Amont de la 21e dynastie, les accompagner dans l'au-delà à bord de la barque solaire, dominer le serpent Apophis enroulé comme un spaghetti en dessous de la barque solaire ici, et prononcer les noms de ses défunts, ce qui, pour les anciens Égyptiens, aurait naturellement été une promesse d'éternité. Et donc je vous donne rendez-vous pour faire plus ample connaissance avec ces passionnants sarcophages à partir du 15 octobre prochain. Merci beaucoup.